Alors que ma fille luttait pour survivre, mes parents partagèrent des photos de leur brunch. Puis, le 4e jour à l'hôpital, j'ai reçu un message de ma mère. « Tout va bien pour toi, n'est-ce pas? Peux-tu envoyer 4000 $ pour offrir des iPads aux enfants de ta sœur pour Noël ?» Je l'ai bloqué. Le lendemain, mon père n'a cessé d'appeler. Quand j'ai décroché, il s'est mis à crier « Je m'appelle Élise. J'ai 34 ans, une fille prénommée Camille et une famille que je croyais connaître. » Je dis « croyais » parce qu'il y a des moments dans une vie où le voile tombe d'un seul coup, sans prévenir, sans douceur, sans la moindre considération pour ce que vous êtes en train de traverser. Mon voile à moi est tombé un mercredi soir de novembre, dans le couloir blanc et froid du service de pédiatrie de l'hôpital Sainte-Marie, pendant que ma fille de 6 ans était branchée à des moniteurs et que les médecins parlaient entre eux avec des visages que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce soir-là, j'ai sorti mon téléphone pour chercher un peu de réconfort, ou du moins un signe que quelqu'un, quelque part dans ma famille, pensait à nous. Ce que j'ai trouvé à la place a changé quelque chose en moi de façon permanente et irréversible. Camille avait commencé à avoir de la fièvre le lundi précédent. Une fièvre ordinaire, celle que tous les enfants attrapent à l'automne, quand les virus circulent dans les écoles et que les petits corps ne savent pas encore très bien comment se défendre. J'avais fait ce que font toutes les mères. Du paracétamol, beaucoup d'eau, des câlins, la couverture préférée avec les petits lapins roses dessus et une nuit de veille à tâter le front brûlant toutes les 2 heures. Le mardi matin, la fièvre n'était pas tombée. Elle avait monté. 39,8. J'ai appelé notre médecin de famille, qui m'a dit de surveiller et de rappeler si ça dépassait 40. À midi, le thermomètre affichait 41. J'ai rappelé. On m'a dit d'aller aux urgences. Ce qui s'est passé entre l'arrivée aux urgences et le moment où Camille s'est retrouvée dans une chambre de pédiatrie avec une perfusion dans le bras et un masque à oxygène sur le nez, je ne peux pas le raconter dans le bon ordre, parce que dans ma mémoire, tout est désorganisé et fragmenté, comme des morceaux de verre éparpillés sur le sol. Je me souviens du médecin urgentiste qui a prononcé des mots que je n'avais encore jamais entendus associés à ma fille. Infection bactérienne sévère, risque de sepsis, hospitalisation immédiate. Je me souviens de ma propre voix qui demandait si elle allait mourir et du médecin qui répondait qu'ils allaient tout faire pour elle. Je me souviens d'avoir pensé que cette réponse n'était pas vraiment une réponse. Je me souviens d'avoir appelé mon mari, Thomas, qui était en déplacement professionnel à Lyon et qui a pris le premier train sans même retourner à son hôtel chercher ses affaires. Et je me souviens d'avoir appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie. J'ai dit « Maman, Camille est à l'hôpital, c'est grave. » Il y a eu un silence. Puis elle a dit « Oh là là !» Puis « Tu l'as emmenée trop tôt ou trop tard ?» Je n'ai pas su quoi répondre à ça. J'ai dit que les médecins pensaient à une septicémie possible. Elle a dit « Bon, vous savez maintenant, ils hospitalisent d'un pour un rien. » J'ai raccroché. Pas de façon théâtrale, pas avec colère, simplement parce que je n'avais plus rien à dire et que j'avais besoin de retourner auprès de ma fille. Ce premier soir, je ne leur en ai pas voulu, vraiment. Je me suis dit que ma mère réagissait mal parce qu'elle était choquée, parce que les gens disent des choses idiotes quand ils ont peur, parce qu'elle ne savait pas encore la gravité de la situation. Je me suis dit qu'elle allait rappeler, qu'elle allait peut-être même prendre sa voiture et venir, même si elle habitait à 2 heures de route. J'ai passé la nuit dans la chambre de Camille, assise dans le fauteuil inconfortable réservé aux parents, à regarder les lignes vertes sur les moniteurs et à écouter sa respiration laborieuse et à attendre que mon téléphone sonne avec le prénom « Maman » sur l'écran. Il n'a pas sonné. En revanche, le lendemain matin, quand j'ai ouvert Instagram pour la première fois depuis que tout avait commencé, parce que je cherchais une distraction, parce que mon cerveau épuisé avait besoin de penser à autre chose pendant 5 minutes, j'ai vu les photos. Ma mère et mon père, souriants, attablés dans un restaurant que je reconnaissais comme étant le Jardin d'Automne, un établissement chic qu'ils aimaient fréquenter les week-ends, des œufs bénédictins, des mimosas, une corbeille de viennoiseries dorées à souhait, des filtres chaleureux et des légendes soigneusement rédigées, matinée parfaite en amoureux, le bonheur dans les petites choses, brunch goals, 27 j'aime, 5 commentaires enthousiastes de leurs amis, 0 mention de Camille, 0 message privé pour demander de ses nouvelles. J'ai posé mon téléphone sur mes genoux et j'ai regardé ma fille dormir. Son petit visage était pâle et fatigué, ses cheveux collés sur son front, ses lèvres légèrement entr'ouvertes.
La perfusion goutte à goutte faisait un petit bruit régulier. Dehors, par la fenêtre étroite, le ciel de novembre était gris et bas. J'ai essayé de ne pas ressentir ce que je ressentais. J'ai essayé de me dire que les gens ont le droit de continuer à vivre, même quand quelqu'un qu'ils aiment est à l'hôpital. J'ai essayé de me convaincre que poster des photos de brunch ne voulait pas dire qu'on s'en fichait, mais quelque chose en moi savait déjà que c'était faux. Quelque chose en moi avait déjà commencé à additionner. Le deuxième jour, les médecins ont confirmé que c'était bien une septicémie bactérienne. Ils ont ajusté les antibiotiques. Ils ont dit que Camille était jeune et forte, et qu'ils étaient prudemment optimistes, mais qu'il fallait encore attendre 48 heures pour voir comment son corps répondrait au traitement. Thomas était arrivé la nuit précédente, épuisé et bouleversé, et nous nous relayions pour rester auprès d'elle et aller dormir quelques heures dans la chambre familiale, mise à disposition par l'hôpital. Ma belle-mère avait appelé dès qu'elle avait appris, en larmes, demandant ce dont nous avions besoin, proposant de venir dès le lendemain. Elle est venue. Elle a apporté de la nourriture faite maison, des vêtements propres pour nous deux, et elle s'est assise dans la chambre de Camille, en lui tenant la main pendant que nous dormions enfin, quelques heures consécutives pour la première fois depuis le début. Ma propre mère n'a pas appelé ce jour-là non plus. Elle a en revanche posté une autre photo sur Instagram. Elle et mon père, lors d'une promenade dans le parc municipal, les feuilles d'automne en arrière-plan, avec comme légende « L'air frais nous ressource ». 13 j'aime, 3 commentaires, 0 nouvelles de Camille. Mon père, lui, avait envoyé un message le deuxième soir. Un seul message. Il disait « J'espère que la petite va mieux ». Point final. Pas de point d'interrogation. Pas de « Vous tenez le coup ?» Pas de « Vous avez besoin de quelque chose ?» Une phrase déclarative, émise comme on envoie une notification automatique. Et puis plus rien. J'ai répondu « Pas encore. On attend. C'est très difficile. » Il n'a pas répondu à ça. Le troisième jour, Camille a ouvert les yeux et m'a demandé du chocolat chaud. C'était le meilleur moment de ma vie depuis très longtemps. Les médecins ont dit que la fièvre baissait, que les marqueurs inflammatoires s'amélioraient, qu'elle répondait bien aux antibiotiques. Ils ont quand même précisé qu'elle resterait encore plusieurs jours en observation. Thomas a pleuré dans le couloir, discrètement, face au mur, en croyant que je ne le voyais pas. Je l'ai rejoint, et nous avons pleuré ensemble, soulagés mais encore fragiles, encore sous le choc de ce que nous avions frôlé. Ma belle-mère est revenue avec un livre de coloriage et des crayons pour Camille, qui a passé l'après-midi à dessiner des licornes avec une concentration retrouvée qui nous a brisé le cœur de bonheur. Ma mère a posté ce jour-là une photo de son salon redécoré. Elle avait changé les coussins du canapé. Ils étaient beige et bordeaux. Elle en était très satisfaite, à en juger par les 21 j'aime récoltés et sa propre réponse aux commentaires. Oui, ça change tout. On se sent tout de suite mieux dans la pièce. C'est le soir du 4e jour que j'ai reçu le message. Je venais de passer 20 minutes à bercer Camille, qui avait du mal à s'endormir à cause de la douleur au bras causée par la perfusion. Je venais de la regarder fermer enfin les yeux, sa main dans la mienne, son souffle redevenant lent et régulier. Je venais de regagner le fauteuil parent. Je venais de poser ma tête en arrière contre le dossier et de fermer les yeux moi aussi, juste une seconde, juste pour souffler. Et c'est là que mon téléphone a vibré. Le message de ma mère disait, textuellement, « Tout va bien pour toi, n'est-ce pas? Au fait, peux-tu envoyer 4 000 $ à ta sœur pour qu'elle puisse offrir des iPads aux enfants pour Noël? Ça les ferait tellement plaisir. Et tu sais comment elle est dans ses finances en ce moment. » Je l'ai relu 3 fois, peut-être 4. Mon cerveau refusait d'enregistrer les mots tels qu'ils étaient. Ma fille était dans le lit à 2 mètres de moi, branchée à une perfusion, sortant d'une septicémie bactérienne sévère qui avait failli l'emporter. Et ma mère m'écrivait pour me demander 4 000 $ pour des tablettes électroniques. Tout va bien pour toi, n'est-ce pas? Comme si la situation était une simple parenthèse. Comme si ma réponse ne pouvait être qu'affirmative. Comme si 4 jours dans un hôpital à regarder ma fille lutter pour sa vie était une sorte d'anecdote passagère qui n'empêchait pas de penser aux cadeaux de Noël des neveux et nièces. J'ai appuyé sur le bouton « Bloquer ». Ça a pris 2 secondes. Le geste le plus rapide et le plus définitif de ma vie. Et bizarrement, dans ces 2 secondes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le début de cette semaine de cauchemar. Un tout petit espace de calme.
comme si une porte bruyante qu'on avait laissée battre au vent depuis trop longtemps venait enfin d'être fermée. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, mais pas à cause de l'angoisse habituelle pour Camille, à cause de ce que j'avais fait, à cause de la conscience que quelque chose venait de changer, quelque chose que je ne saurais peut-être pas défaire, à cause de la certitude étrange et inconfortable que j'avais fait la bonne chose. Ces deux sentiments ne semblent pas compatibles, et pourtant ils coexistaient en moi avec une parfaite tranquillité, comme deux voisins qui ont appris à vivre côte à côte sans se parler. Le lendemain matin, mon père a appelé. Je l'ai laissé appeler une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e, j'ai décroché. Pas parce que j'étais prête, pas parce que j'avais réfléchi à ce que j'allais dire, simplement parce que j'étais épuisée et que l'espoir insensé qu'il appelle pour s'excuser, pour prendre des nouvelles, pour être enfin un père, cet espoir-là ne mourrait pas aussi facilement que je l'aurais voulu. Il a crié. Pas tout de suite. D'abord, il y a eu un silence où j'ai entendu sa respiration, puis il a dit mon prénom sur un ton qui n'augurait rien de bon. Et puis les mots ont commencé à sortir, et ils n'ont plus arrêté. Comment j'avais osé bloquer ma mère? Comment je lui manquais de respect? Comment ma mère était blessée, dévastée, en pleurs? Comment c'était typique de moi de dramatiser les choses? Comment Camille allait bien maintenant? Non. Alors pourquoi je faisais tout un drame? Comment ma sœur avait vraiment besoin de cet argent? Et que si j'avais un peu de cœur, je comprendrais. Comment j'avais toujours été comme ça, trop sensible, trop compliqué. Comment ma mère faisait tellement pour moi et que je ne reconnaissais jamais rien. Comment j'étais ingrate. J'ai laissé passer les mots. J'ai laissé la voix de mon père remplir l'espace autour de moi. Ces mots familiers dans leur structure et dans leur ton, ce discours que j'avais entendu sous des formes diverses depuis l'enfance, cet art particulier qu'il avait de transformer chaque situation où il avait tort en preuve de mes défauts à moi. J'ai regardé Camille qui dormait. J'ai regardé sa petite main posée sur la couverture à motifs étoilés. J'ai regardé le moniteur qui affichait sa fréquence cardiaque en ligne verte régulière. Et puis j'ai dit « Papa, je raccroche maintenant ». Il a crié plus fort. J'ai raccroché. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti une sorte de fatigue ancienne, profonde. La fatigue de quelqu'un qui a porté un poids qu'il n'avait pas choisi depuis si longtemps qu'il avait oublié que ce poids n'était pas le sien. Et sous cette fatigue, quelque chose d'autre, une sorte de clarté. Je pense que c'est à ce moment précis, dans cette chambre d'hôpital, avec la voix de mon père encore réverbérant dans l'air autour de moi et la respiration paisible de ma fille, comme contrepoint, que j'ai commencé à comprendre la vérité sur ma famille. Pas une vérité nouvelle, pas quelque chose que je ne savais pas, parce qu'au fond, je crois que je le savais depuis longtemps. Cette vérité, je l'avais simplement refusée, avec toute l'énergie que les enfants mettent à refuser, ce qui est trop douloureux à regarder en face. La vérité, c'était que mes parents ne m'avaient jamais vraiment vu, qu'ils ne voyaient pas Camille non plus, qu'ils avaient construit autour d'eux un monde dont ils étaient le centre, et que tout le reste, les enfants, les petits-enfants, les crises, les maladies, les peurs, n'existait que dans la mesure où cela se rapportait à eux, à leur confort, à leur image, à leurs besoins. J'ai 42 ans maintenant. J'ai mis du temps à arriver à cette conclusion parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit sur les familles, sur les parents, sur l'amour filial. On grandit avec l'idée que les parents sont les protecteurs naturels, les soutiens inconditionnels, ceux vers qui on peut toujours se tourner en cas de crise. Quand la réalité ne correspond pas à ce modèle, quand les parents sont absents dans les moments où leur présence serait la chose la plus naturelle du monde, il est très facile de se dire que le problème est en soi, qu'on interprète mal, qu'on exige trop, qu'on est, précisément comme mon père me l'a toujours dit, trop sensible et trop compliqué. Je m'étais dit ça pendant des années, chaque fois que ma mère oubliait mon anniversaire mais se souvenait de celui de son club de jardinage. Chaque fois que mon père annulait des plans pour une raison qui concernait toujours ma sœur préférée, chaque fois qu'une conversation sur mes problèmes se transformait en un quart d'heure sur ceux de ma mère à elle, je me disais que c'était moi, que les familles parfaites n'existaient pas, que tout le monde avait ses imperfections. Ce qui s'est passé à l'hôpital n'était pas une imperfection, c'était une révélation. Il y a un mot que j'ai appris plus tard, en lisant, en cherchant à mettre des mots sur ce que j'avais vécu, en essayant de comprendre comment des parents pouvaient se comporter de cette façon sans en être conscients,
ou peut-être en l'étant très bien. Ce mot, c'est narcissisme. Pas dans le sens clinique absolu, peut-être. Pas dans le sens du diagnostic psychiatrique officiel, mais dans le sens d'une façon d'être dans le monde, qui place le moi au centre de tout, qui traite les autres comme des extensions de soi-même, plutôt que comme des individus à part entière, qui est incapable d'empathie véritable dans les moments où l'empathie coûte quelque chose. Le narcissisme parental, c'est cette chose particulière où vos besoins d'enfants, de parents, d'adultes en crise viennent toujours après, toujours, sans exception. Même quand votre fille est hospitalisée pour une septicémie, j'ai commencé à revoir toute mon enfance sous cet angle. Les fois où j'avais eu de bonnes notes et où ma mère avait trouvé le moyen de parler de ses propres succès avant de me féliciter brièvement. Les fois où j'avais été malade et où elle m'avait soigné en soupirant, en faisant remarquer à quel point ça perturbait son emploi du temps. Les vacances où mon père décidait de tout, sans jamais demander ce que les enfants voulaient. L'adolescence où mes angoisses étaient systématiquement redirigées vers quelque chose qui les concernait eux. Je revoyais aussi la façon dont ma sœur Claire avait été traitée différemment. Claire, la cadette, la préférée, celle autour de qui tout gravitait. Claire qui avait eu droit à des études payées intégralement quand on m'avait dit que mes parents n'avaient pas les moyens. Claire dont les crises, les divorces, les problèmes financiers chroniques avaient toujours été résolus par mes parents, avec une générosité sans limite, pendant qu'on me disait d'être indépendante et de me débrouiller. Claire dont les enfants méritaient apparemment 4 000 $ d'iPad, alors que ma fille était à l'hôpital. Je ne haïssais pas Claire pour ça. Claire était aussi, à sa façon, une victime de ce système. Elle avait été formée à être dépendante, à exiger, à recevoir, sans jamais avoir appris à se tenir seule. Ce n'est pas une vie non plus. Mais dans ce moment-là, dans cette chambre d'hôpital, la comparaison était trop criante pour être ignorée. Camille est sortie de l'hôpital 10 jours après y être entrée. Les médecins étaient satisfaits de sa récupération. Elle devrait prendre des antibiotiques oraux encore 3 semaines et revenir pour des contrôles, mais le danger était passé. Elle est rentrée à la maison dans ses chaussettes à rayures, son sac à dos avec la grenouille brodée dessus, et en tenant dans ses bras la peluche que ma belle-mère avait apportée pour elle le 3e jour. Dans la voiture, elle a regardé par la fenêtre les rues familières défiler, et elle a dit « On rentre chez nous ». Thomas et moi avons échangé un regard, et nous avons tous les deux pleuré silencieusement, lui en conduisant, moi en regardant droit devant. Nous étions épuisés d'une façon que le sommeil ne suffirait pas à réparer, mais nous étions aussi, d'une façon que je n'aurais pas su anticiper, plus proches l'un de l'autre que nous ne l'avions été depuis longtemps. Les crises font ça parfois. Elles brûlent ce qui est superflu et révèlent ce qui est essentiel. Ce qui était superflu, j'avais commencé à le voir. Mon père a continué à appeler pendant les 2 semaines suivantes. Ma mère m'a envoyé des messages depuis son numéro, puisque je l'avais bloqué. Ces messages allaient de la récrimination douce à la culpabilisation directe, en passant par les tentatives de réécriture de l'histoire. Nous étions tellement inquiets pour Camille. Tu ne nous as pas donné la chance de te soutenir. À aucun moment, dans aucun de ces messages, il n'y avait de véritable excuse. À aucun moment quelqu'un ne disait « Nous aurions dû être là. Nous avons mal réagi. Nous comprenons pourquoi tu t'es senti abandonné. » La culpabilité que j'avais anticipée, cette vieille amie fidèle qui m'avait accompagnée toute ma vie, chaque fois que je tentais de poser des limites avec mes parents, cette culpabilité était moins forte que prévu. Elle était là, bien sûr. Elle est toujours là quand vous décidez de vous protéger de quelqu'un qui vous a fait du mal, mais qui est censé vous aimer. Mais elle était moins forte que la fatigue. Et la fatigue, elle, était moins forte que la certitude tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à parler à une thérapeute environ 1 mois après la sortie de Camille de l'hôpital. Pas à cause de l'hôpital en lui-même, pas exactement. Bien que l'expérience m'ait laissé des traces, le bruit des moniteurs dans mes rêves, l'habitude soudaine de vérifier 3 fois que Camille respirait bien la nuit. J'y suis allé parce que je voulais comprendre, parce que la clarté que j'avais ressentie dans cette chambre d'hôpital était précieuse et fragile, et je voulais la consolider plutôt que la laisser s'éroder sous le poids des messages culpabilisateurs et des anciennes habitudes. Ce que j'ai appris en thérapie ne m'a pas surprise dans ces grandes lignes. J'avais déjà commencé à comprendre les choses par moi-même. Mais le fait de les nommer avec quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans l'histoire a eu un effet que je n'avais pas prévu. Ça les a rendus réels d'une façon nouvelle.
d'une. Ça m'a permis de cesser de les négocier avec moi-même, de cesser de me demander si je n'exagérais pas, si je n'étais pas trop sensible, si je ne devenais pas exactement la personne difficile et ingrate que mon père décrivait. Ma thérapeute m'a posé une question dès les premières séances. Qui dans votre vie vous a soutenu pendant que votre fille était à l'hôpital? J'ai répondu sans hésiter. Thomas, sa mère, 2 amis proches, une collègue, mes voisins. Et puis elle a demandé « Et vos parents ?» J'ai regardé le mur derrière elle pendant un long moment. Puis j'ai dit « Non ». Elle a hoché la tête doucement, sans dire « C'est terrible », ni « Ils auraient dû ». Elle a juste dit « Et comment vous sentez-vous par rapport à ça ?» Je me sentais comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à attendre un train qui n'était jamais venu, et qui venait enfin de comprendre que ce train n'existait pas. Le deuil que j'avais à faire n'était pas celui de mes parents en chair et en os, bien vivants dans leur maison avec leurs coussins Bordeaux et leur brunch du dimanche. Le deuil que j'avais à faire, c'était celui des parents que j'avais espérés, des parents que j'avais inventés, quelque part entre la réalité et le désir, pendant 34 ans. Des parents qui, dans les moments difficiles, auraient dit « On est là, on vient, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ce deuil-là est particulier parce qu'il n'a pas de rituel. Il n'y a pas d'enterrement, pas de veillée. Les gens ne comprennent pas toujours ce dont vous faites le deuil. Mais ils sont encore en vie, disent-ils. Comme si la perte d'un parent qui n'a jamais vraiment été là n'était pas une perte réelle et douloureuse. Je n'ai pas rétabli le contact avec ma mère. Je n'ai pas rétabli le contact régulier avec mon père, si l'on exclut un échange de quelques messages distants à Noël, très formels, très prudents, qui n'abordaient rien de substantiel et qui me laissaient chaque fois avec la sensation d'avoir mangé quelque chose sans goût. Je n'ai pas non plus complètement rompu les ponts d'une façon définitive et spectaculaire parce que ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de distance, de silence, d'espace pour respirer sans que quelqu'un me rappelle constamment qui j'étais censé être dans cette famille. Ma sœur m'a envoyé un message à la mi-décembre pour me demander si je comptais envoyer l'argent pour les iPads. J'ai répondu que non. Elle m'a répondu que j'étais devenue froide et égoïste. J'ai laissé le message sans réponse. Je ne lui en voulais pas vraiment. Je comprenais qu'elle vivait dans un système qui lui avait appris que les demandes de ce genre étaient normales, que l'argent circulait d'une certaine façon dans notre famille, que c'était comme ça que les choses fonctionnaient. Mais comprendre quelque chose ne signifie pas y participer. Noël cette année-là, nous l'avons passé chez les parents de Thomas. C'était bruyant et imparfait, et magnifique. Camille a reçu des cadeaux auxquels elle avait réfléchi depuis des semaines et qu'elle a déballés avec une jubilation sincère. Il y avait trop de nourriture sur la table. Il y avait un jeu de société qui a dégénéré en fou rire. Il y avait ma belle-mère, qui s'était souvenue que Camille aimait le chocolat blanc et qui avait caché une figurine en chocolat blanc dans ses chaussettes de Noël, juste pour elle. Il y avait Thomas et moi assis côte à côte sur le canapé usé du salon, épuisés mais entiers, et Camille installée sur les genoux de sa grand-mère paternelle en train d'écouter une histoire. Et quelque chose dans cette image m'a traversé comme une vague chaude, et je me suis dit que c'était ça, la famille. Pas le sang, pas l'obligation, pas la culpabilité. C'était ça. Il y a une phrase que ma thérapeute a prononcée lors d'une des dernières séances que nous avons eues, et elle est restée avec moi depuis. Elle disait « Les enfants de parents émotionnellement absents passent souvent leur vie entière à essayer de mériter l'amour qu'ils auraient dû recevoir sans condition. Et ils ne comprennent pas toujours qu'ils ne peuvent pas mériter quelque chose que l'autre personne n'est pas capable de donner. » J'ai eu du mal à l'entendre parce qu'elle touchait quelque chose de très profond, de très vieux, de très tendre. L'idée que j'avais passé 34 ans à essayer d'être suffisamment bien, suffisamment indépendante, suffisamment peu exigeante, suffisamment parfaite, pour recevoir de mes parents quelque chose qu'ils n'avaient tout simplement pas dans leur répertoire émotionnel. Ce n'est pas leur faute entièrement. Ils ont grandi avec leurs propres blessures, leurs propres carences. Le dysfonctionnement familial se transmet, souvent inconsciemment, mais ce n'est pas à moi d'en payer le prix indéfiniment. J'ai 42 ans, Camille en a 7, bientôt 8. Elle est en pleine santé, obsédée par les dinosaures, et elle parle avec une confiance naturelle que je regarde parfois avec émerveillement. Thomas et moi travaillons encore à nous comprendre, mais nous le faisons avec une conscience aiguisée que nous avons acquise cette nuit de novembre. Nous savons maintenant
d'une façon que les couples qui n'ont pas traversé quelque chose de difficile ne savent pas toujours que ce que nous avons ensemble est précieux et mérite d'être protégé. Avec mes parents, je maintiens une relation à faible contact, quelques messages aux grandes occasions, pas de visite, une distance délibérée qui me permet de ne pas être englouti et de ne pas devenir amer. Je ne cherche plus à les changer. Cet espoir, je lui ai dit au revoir quelque part, entre leurs messages culpabilisateurs après l'hôpital. Il y a des personnes qui pensent que je suis cruel, qui pensent que les liens du sang sont sacrés et que se distancer de ses parents est un acte contre nature. Je comprends cette réaction. Elle vient d'une croyance sincère en la famille comme refuge, source d'amour sans condition. Pour beaucoup de gens, c'est effectivement le cas. Mais poser des limites avec des parents dysfonctionnels n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de survie. Et parfois, un acte d'amour envers soi-même, envers ses enfants. Je ne veux pas que Camille grandisse en voyant sa mère se faire piétiner et s'excuser d'exister. Je veux qu'elle apprenne qu'on peut tracer des lignes, dire non, choisir ce qui nous nourrit plutôt que ce qui nous vide. Cette nuit dans l'hôpital, avec le message de ma mère sur l'écran de mon téléphone et les moniteurs bip bip bipant en arrière-plan, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie adulte. Ce n'était pas la décision de bloquer un contact ou de mettre fin à une relation. C'était la décision de me respecter, de regarder en face ce qui était, plutôt que de continuer à regarder ce que j'aurais voulu que ce soit, de choisir la vérité difficile, plutôt que le confort de l'illusion, de me dire « Cette femme dont le téléphone est plein de photos de brunch et dont le message vous demande de l'argent pendant que votre enfant combat une septicémie, cette femme-là ne changera pas. Et ce n'est pas de votre faute si elle ne change pas. Et vous n'avez pas à continuer à vous consumer dans l'espoir qu'elle le fasse. Je ne raconte pas cette histoire pour obtenir de la validation, ni pour détruire l'image de mes parents. Je la raconte parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent ces mots et reconnaissent quelque chose de leur propre vie. Des gens qui ont attendu des parents qui ne sont jamais venus. Des gens qui se sont demandé si le problème était en eux. À ces personnes, je veux dire, vous ne l'inventez pas. Ce que vous ressentez est réel. Le fait que quelqu'un vous ait donné la vie ne lui donne pas le droit de la diriger, ni de vous traiter comme un accessoire de la sienne. Camille dort à l'étage en ce moment. Je peux entendre sa respiration dans le babyphone que j'ai gardé bien plus longtemps que raisonnable, parce que pendant un moment, j'ai eu peur de ne plus l'entendre. Demain, elle a école, et elle avait prévu de finir son exposé sur le stégosaure ce soir, mais elle s'est endormie avant. Thomas est dans la pièce à côté, il regarde quelque chose sur son ordinateur, et de temps en temps, je l'entends rire doucement. C'est ma vie, ma vraie vie. Pas parfaite, pleine de fatigue et de vaisselle à faire, et de rendez-vous médicaux de suivi, et de semaines où le budget est serré, mais réelle, et mienne, et nourrie par des gens qui sont vraiment là quand ça compte. Le reste, j'ai appris à le laisser partir. Ce n'est pas une histoire de haine, ce n'est pas une histoire de vengeance, ou de rupture spectaculaire. C'est simplement l'histoire d'une femme qui, dans le moment le plus sombre de sa vie, a reçu un message qui lui a rendu un service terrible et précieux à la fois, celui de voir clairement, de voir les gens tels qu'ils étaient et non tels qu'elle avait besoin qu'ils soient, et d'agir en conséquence, doucement, définitivement, pour elle-même et pour la petite fille aux chaussettes rayées qui dormait dans le lit d'hôpital avec sa peluche de la grand-mère paternelle, pressée contre sa joue. Pour elle, j'ai appuyé sur bloquer. Pour elle, j'ai raccroché quand mon père criait. Pour elle, j'ai choisi, encore et encore, une famille qui méritait ce nom.